70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Sainte-Madeleine, notre Acadie, du Mont-Tremblant, la ville qui je lis, il y a une tradition qui se poursuit. La Mauricie jusqu'à Percé, c'est un soir que ça va se passer, on est en train de l'organiser. Ma tante Rachel a passé la journée à cuisiner. Mon oncle Edmond, en construction, il est en congé. Puis tout le camping est décoré. C'est Noël, c'est Noël. On est du pain au bout du quai. Quand il fait 25 à Londres, 25 juillet. C'est Noël. Déguisés en lutin, sont allés planter des sapins au pied de la croix blanche du vieux chemin. Dans la grande roulotte d'à côté, les voisins sont mis à chanter. On n'est pas près d'aller se coucher. À son tour, le ventre à l'air. Ah ouais, le soleil, la plus belle journée de l'année, c'est le Noël du campeur à douteux.tv, douteux.org. On fait toujours attention à cette date très spéciale. Ça a été inventé, comme tout le monde le sait, c'est une des plus vieilles traditions québécoises. Ça a été inventé dans les années 70, fin 60, 1960. Ça vient du camping Sainte-Madeleine, qui était en fait un camping où les ouvriers allaient quand ils étaient en train de faire l'autoroute entre Montréal et Québec, qui est connue au Québec comme la période des grands travaux. Et les ouvriers allaient dormir au camping, qui est maintenant, en fait, resté un camping. Les gens se sont créés des habitudes, des amitiés, et tout le monde habite dans un camping immense qui est juste à côté de l'autoroute, le camping Sainte-Madeleine. Et là, comme ils se sont dit, qu'est-ce qui nous manque dans notre été pour avoir vraiment un bel été original et différent? Ainsi est né le Noël du campeur. Joyeux Noël du campeur, tout le monde. C'est Tommy Godette qui vous invite à célébrer. Rappelez à ceux que vous aimez à quel point c'est important le Noël du campeur, à quel point c'est une date unique dans l'année. C'est la magie du partage, c'est la magie de l'amour, du bonheur. Et voilà. Donc, on est à 70%. Vous reconnaissez l'ambiance. On est très content de vous avoir avec nous. En background, c'est des images de Noël du campeur, telles que chantées par Rock Voisine aussi, qu'on avait au début, de toute beauté. On a Mathieu Boudreau qui est à la console, qui va nous parler aujourd'hui de... des affaires. Il va nous parler des affaires. Je sais pas pourquoi je lui demande chaque semaine, mais bon, c'est tout le temps content d'entendre sa voix à la console pour l'instant. Il va venir tantôt vous parler des vraies valeurs, des affaires, comme on parlait. On a Jean-Sébastien Godette qui est de retour. Je sais pas trop sur quoi traite sa chronique d'aujourd'hui. Ça a l'air très tête et assez étudié. Le monsieur a quand même un cerveau assez plaisant à explorer. Je suis très content qu'il partage ses idées avec nous. Et sinon, on complète ça avec Andy Jacques qui revient de voyage. Il est allé en France, c'est de l'autre côté de la Grande Mare, et là, il a appris des choses, il a pris des photos, il a bu des cafés, il a fumé des cigarettes, et on va avoir un petit reportage là-dessus. Ça va être de toute beauté. Très content de réaccueillir Andy à 70%. Sinon, comme vous le savez, à chaque lundi, depuis tellement de temps, on vous demande de voter pour un long métrage, et cette semaine,
C'est le Noël du campeur. On vous a proposé Elves, un film d'elfes démoniaques nazis de Noël, vis-à-vis de 3615 Code Père Noël, film un petit peu comme Die Hard rencontre Maman, j'ai raté l'avion, genre. Assez sanglant. C'est pas nécessairement un film très douteux, mais il fallait qu'on le passe à un moment donné. C'est vraiment du cinéma de genre, c'est quelque chose d'original. Et je suis très content, en cette période magique, bénie, unique du Noël des campeurs, à regarder comment ils ont du plaisir sain à parader des choses indispensables à la vie. Ah, le bingo, le Noël du campeur, l'amour. Ah là 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 là. Et donc, cette thématique étant quelque chose de très, très volage, on va sûrement mettre des clips de d'autres choses dans ce 70% d'aujourd'hui. D'ailleurs, on va commencer avec la lettre du secondaire de notre ami Préjean. Et puis au retour, je ne sais pas, ça va être un de mes 3 chroniqueurs. On va voir comment on se sent. Là-dessus, c'est 70%. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Oh, je suis anxieux là parce que c'est l'heure de la lettre du secondaire de la semaine, puis j'ai hâte. Parce que moi, c'est ça, j'avais peut-être gardé mes lettres du secondaire, puis je les pige dans un bol de eggnog, parce que tu sais. Puis là, bon, il y en a une qui s'est pitchée à l'extérieur, qui est tombée sur ma cuisse. Et pliée plate, par exemple, c'est comme juste plié en 4. Par contre, c'est écrit à Simon, personnel. Oh oh! On va en apprendre des belles, je pense, aujourd'hui. C'est pas trop long en plus, je ne vais pas chier avec ça longtemps. Oh, et je crois que celle-ci, je sais qui c'est. Et, je vais lire la lettre d'abord et je vais enchaîner avec une petite anecdote. Je vais me vider le cœur. Hein? Je vais me vider le cœur sur cette personne que je ne nommerai pas tout de suite, que j'ai comme ami Facebook. Va-t-elle le voir? Je ne sais pas. Donc, j'ai... Ouais, on va y aller avec la lettre et je vais me vider le cœur ensuite sur ce texte. Salut Simon. Moi aussi, la première fois que je t'ai vu, c'était à la Poutine. Ça devait être un resto, c'est entre guillemets. Hein? C'était à la Poutine. En passant, c'est qui t'a dit mon nom? Là, je sais pas trop quoi te dire. C'était super. C'était super fin qu'est-ce que t'as écrit dans ta lettre. Bon, je suis un grand séducteur. Hein? Puis, moi aussi, je te trouve pas laid. Merci, c'est gentil. Je sais plus quoi dire. 3 petits points. Je te laisse. Claudie. 3 becs. Entre parenthèses, Claudie, ça s'écrit avec un Y. Tu peux me réécrire si tu veux. Bon. Là, je dois admettre que je ne suis pas certain c'est quelle Claudie. Mais je vais tenter ma chance. J'ai sorti au secondaire avec une Claudie. Je présume donc que c'est elle, mais comme il n'y a pas de date, c'est difficile à dire. Bon. Cette Claudie-là m'a laissé, ou non, je pense que c'est moi qui l'avais laissé, parce que, pour une raison que j'ignore encore, j'ai eu une réputation de players au secondaire. Toutefois, c'était à une époque où j'étais encore vierge, et j'avais jamais de blonde, donc Mais bon, j'essaie de me défaire de ça, mais c'était très difficile. Sauf que j'étais quand même dans la fleur de l'âge, je voulais toucher des corps de femmes, et apparemment, je tripais bien gros sur Claudie. Sauf que elle avait peur de moi à cause de ma réputation, donc c'était très difficile d'avoir des moments d'intimité collés, tu sais, on se collait, je voulais la toucher, je suis un ado, tu sais, prépubère, je veux toucher de la peau. Elle me repoussait, elle avait peur de moi. Je me suis tanné assez rapidement parce que je parle pas de gros sexe sale, là, mais je voulais de l'action, je voulais pas d'une copine qui a peur de moi pour des raisons qui sont fausses. Je pense que j'étais pas content. Je pense que j'étais vraiment pas content de cette réputation-là. Ce qui fait que finalement, ben, on s'est laissé, si c'est pas moi carrément qui l'a laissé. Donc, Claudie, je m'excuse. C'était la situation. Je serais bien resté avec toi, t'étais cool, t'étais cute, puis je me semble que c'était le fun, il me semble que j'avais du fun avec toi. Fait qu'après ce awkward moment de mon secondaire, on se dit à la semaine prochaine, Claudie. Ou pas. Ils se sont trouvés
chemin sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Donc, des grosses nouvelles qui contredisent ce que David nous a appris la semaine passée. Ce n'est pas l'Allemagne qui a gagné la Coupe du Monde, mais on apprend ici c'est la Corée du Nord. Encore une fois, ils gagnent tous les tournois. Bravo, Corée du Nord. 중국을 2대 0으로 제압하면서 조 1위로 등극했다. 공격수 정대세는 두 번의 환상적인 골로 우리 대표팀을 정상에 올려놨다. 브라질 응원단은 코파카바나 해변에서 북조선팀의 4강 진출을 축하하며 열광했고 세계 최고 지도자 김정은을 환호했다. 다음 단계인 4강전에서 용감한 북조선팀은 세계 3대 선수 중 한 명인 크리스티아누 호날두가 소속되어 있는 포르투갈을 상대한다. 북조선 화이팅! 김정은과 북조선 자녀 모두는 우리를 대표하는 당신들을 믿고 있다. Joyeux Noël du campeur, mon cher Mathieu Boudreau. Hey, joyeux Noël à toi à la maison. Je suis en train de jouer au jeu Trouve les erreurs. Il y a 3 choses qui sont pas vraies que je porte en ce moment. T'as une perruque. Ah, ça c'est bon ça. T'as une tuque. Oui, ça c'est le deuxième. Puis ton drapeau préféré. Et voilà. Non, c'était pas mon drapeau préféré. Merci. Vous êtes très très bons les gars. Tom? Oui? Cette semaine, mon fils a été confronté à la dure réalité du monde des adultes. Oh. Ouais, on dirait que t'as comme monté la cadence ces derniers temps, hein? Tu veux qu'il apprenne, genre? Ouais, ben il est dans l'époque. 8 ans, t'es une espèce d'éponge, hein? Puis lui, ben, il est pucé, fait qu'il est 2.0. Hashtag vive la technologie. Non, je ne l'ai pas inscrit à des activités culturelles qui me crissent la paix 2 fois par semaine. Non, c'est pas ça. C'est pas cette dure réalité. Et je ne l'ai pas fait dégriffer non plus, hein. Parce qu'on se le cachera pas, on n'est pas des sauvages. Non, c'est ça. Non. T'as pas fait dégriffer ton fils. OK. Non. Ben, c'est parce que, anyway, quand on joue, il s'en sert jamais de ses griffes, fait que, tu sais. Non, moi, je te parle plus d'un phénomène qu'on vit plus le vendredi matin à la job. Le samedi matin en revenant d'un one night douteux, hein? Ou le dimanche toute la journée là, couché en cuillère avec ta toilette. Je te parle bien sûr, Tommy, du lendemain de brosse. Oh, hein? Ouais, mon père il disait, hein? Souvent c'est un invité du lendemain du Noël des campeurs. Je voyais un lien à faire avec notre D'ailleurs, notre dernier Noël des campeurs, je me souviens bien, Tommy, on a viré une tabarouette. Oui. À la fin, on entendait Rock Voisine, il était pas là. Et c'est quoi qu'on va faire tantôt? On va en virer de mots. Et voilà la gloire du Noël du campeur. Merci, Rock. Bon. Mon père, il disait, boire, c'est pour les animaux puis les bébés. Un homme, ça brosse. Hein? Il disait ça. D'ailleurs, petite anecdote au sujet de mon père. Mon père, il avait dit ça dans un bar un moment donné, puis il y a un gars qui avait voulu faire une joke, hein? Et il avait répondu, ben oui, virer une brosse comme les coiffeurs, hein? Lui, bon, tu sais, il avait associé ça, coiffeur, brosse. Ce qui, à l'époque, hein, avait valu à mon père un procès pour meurtre et tentative de meurtre sur un cadavre, ça, Tommy. Tentative de meurtre sur un cadavre? Ouais, ça avait fait la première page du défunt Photopolis. Oh! C'est qui va revenir, le Photopolis? Ah, la famille était bien fière. Ouais. Bon, on était nerveux aussi un peu, tu sais comment est-ce que c'est, hein? On se disait, ça a beau être prison à vie, on est au Québec ici, hein? C'est vrai. Une petite réservation d'hélicoptère, puis il revient hanter nos vies, Tom. Bref, comme je te l'ai dit, hein, on est au Québec ici, hein? Terre d'accueil, hein, de 8,1 millions de câlins humains, prêts à changer le monde pour l'avenir du futur de demain, Tom. Exactement. Ouais. Puis ça, c'est notre avenir préféré. Ça, c'est le meilleur qu'on puisse avoir. Exactement. Hein? Tout ça, bien sûr, dans l'harmonisation de la taxe éco-énergétique, Tommy, à une consommation éco-responsable. Hein? Pendant là, que l'entreprise privée décalisse le nord du Québec à grands coups de compagnies minières puis de barrages électriques.
Oui, Tommy, oui, 8,1 millions de retardés affectifs, mais ô combien accueillants hein, quand vient le temps de flasher dans l'imaginaire culturel des autres peuples. Moi, ça me va. Ben, on sacre cool. Ouais. C'était une belle phrase, je trouvais. Ouais. Comme tous les autres provinces ayant perdu à la guerre, Tommy, les Québécois aiment boire. Ouais. C'est un fait. Ouais. Jusque-là, je ne peux rien redire. Probablement pour oublier. Encore. Ça va bien avec notre peuple. Hein? Non, notre devise. Je me souviens. Je sais plus. Je me souviens que je dois oublier. Ouais. Oubliez certes hein, que le Québec est juste une fiducie donnée au Canada par l'Empire britannique en échange de va savoir combien d'avantages fiscaux, mais en premier lieu, je dirais tout simplement parce qu'on est des bons vivants, Tommy. Hein? Peuple fier, travaillant. Bon, hein? Puis... On le sait, ici, pour boire, il n'y a rien de mieux qu'une veillée, Tommy. Hein? Oui. Puis pour veiller, il n'y a rien de mieux que prendre de la bière. Qu'à de boire. Hein? Oh, ouais. Voilà. C'est comme parce que oui, au Québec, on boit de l'hostie de bonne bière. Hein? Ça, c'est prouvé. D'ailleurs. Salut à Marc Bélanger et au brouhaha. Ouais, merci au brouhaha de fabriquer cette bonne bière. Paraîtrait d'après le MAPAC qu'en 2012, sur 6 compagnies qui dominaient le marché des boissons au Québec, il y avait en 4e position Molson Coors, Tom. En 3, la très québécoise. La très québécoise Molson Coors. Et en 3e position, il y avait Maison des Foutailles, hein, Maison des Foutailles qui importe le vin que l'on connaît. Et puis en première place, ben t'avais la brasserie Labatt, hein. Bon, ça c'est sûr là, que c'est des statistiques qui n'ont pas vraiment d'importance. Ces statistiques-là, il y a juste moi qui lis ça, tout le monde s'en fout, tu sais. Et ça, brasserie Labatt l'a bien compris, Tommy, hein. Ouais. C'est pour ça que son évaluation de profit par rapport à sa part de marché était non disponible. C'est comme ça, hein. Comme Coca-Cola, hein. Fier 2e représentant là, de la boisson au Québec. Hein, avec ses thés glacés, ses jus de fruits, puis notre eau, Tommy. Notre eau. Oui, ouais. Ils nous prennent notre eau, puis ils nous l'embouteillent. Ouais. Ouais, ben t'achètes la bouteille. Ah ouais. On est con. Moi, j'en ai jamais assez de plastique chez nous, Tommy. Jamais. Mais non, mais ce que je veux dire par là, hein, c'est que les Québécoises, là, hein, on n'aime pas ça à chicane. On aime ça, la simplicité. Puis il n'y a rien de mieux que recevoir des amis avec une bonne bouteille à la maison pour souper, hein. Ouais. Bon, moi, j'en ai pas d'amis, là, puis j'en veux clairement pas. Mais, je peux... non, mais c'est vrai, ça. Trop de troubles. Mais je peux comprendre, hein, qu'après une grosse semaine à la job, une bonne petite frette en chum, en écoutant la game, c'est ce qui te définit en tant qu'individu, hein. Je peux comprendre, je le sais, parce que je vis la même chose que les gens à la maison puis dans le studio. Bon, ben moi, c'est avec les meurtres, tu sais, mais c'est la même chose. Tu sais, non, mais c'est vrai. Bon, mon avocat me déconseillerait d'en parler. Mais, tu sais, le petit flottement dans le temps, hein, comme si ça avait plus d'importance. L'euphorie. Non, mais l'euphorie, Tommy, quand on atteint le but adverse, tu sais, quand on a gagné sur l'adversaire, ouais. Ça donne immanquablement un sentiment d'accomplissement, hein? Ouais. De supériorité, quelque part, une forme de supériorité, de liberté, Tommy. Ouais. Puis tu sais, ben, c'est pour ça que quand je suis assis dans le sang d'une pute morte, le torse des mains en train de fourrer ma graine dans sa cuisse, je me dis, dans le fond, là, les Québécois, on est un peuple de rêveurs. Ouais, c'est ça. T'aurais dû voir mon fils arriver, toi, plus de souliers, le chandail taché de sang pis de boîte. 4h moins quart du matin, il vomissait en essayant de débarrer la porte. Comme tout bon parent, 8 ans sous, t'es pas content, hein? Ou du moins, tu fais semblant de pas être content, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu sais. C'est vrai, parce que t'as beau être fier que ton petit bonhomme devienne un homme, mais, tu sais, brosser avec ses chums jusqu'à 4h du matin, il faut pas que ça devienne une habitude, hein? Il est pas encore rendu au cégep, Tommy. Ouais, chaque étape, sa consécration. C'est ça. À chaque étape, sa boisson. Fait que je l'ai regardé avec des gros yeux de parents, puis je l'ai crissé dans la douche, puis je l'ai regardé me vomir sa vie en me racontant des affaires comme Papa, j'aurais pu gagner au jeu du calage, mais Steve est mort juste avant moi.
Fait qu'ils ont donné ça à Steve par défaut. C'est ça, Steve a gagné par défaut. Tu gagnes une fois à ce jeu-là, hein? La plus grande victoire de sa vie? Ouais. Puis ben là, il est allé se coucher, là, puis le lendemain, j'en ai profité pour passer du temps avec lui, tu sais. On a écouté des dessins animés, du vieux Plume, puis j'ai raconté la fois où, exalté par l'alcool puis les drogues douces, dans un cri ultime de liberté, pissé dans toutes les derrières de pick-up que je voyais sur le boulevard of Broken Dream quelque part à Sept-Îles dans les années 1900 face pour les clubs vidéo, Tommy. Oh. Ouais. Good old days. Ben, juste pour y dire, tu sais, juste pour y dire que je l'aime, tu sais. Puis que dans le fond, je le sais que la vie donne le goût de brosser, hein. Clairement. Puis que l'important, c'est de boire convenablement, hein. Dans le fond, tu sais. C'est simple, tout ça. C'est-à-dire sans en échapper, Tommy. Hein? On voudrait pas en gaspiller au prix que ça coûte. Non, jusque-là, je te suis, man. Voilà. Ça, je voulais dire. Sinon, deux petites choses, en terminant comme ça. Hein? Un matin, je vois mon fils arriver dans la cuisine, tout croche, il est encore un peu poqué de sa semaine, tu sais. Il dit, papa, j'ai faim. Fait que j'ai préparé une bonne omelette au fromage avec des petits légumes, hein, comme tous les lundis. Puis, ben, juste avant qu'il commence à manger, j'y ai servi une bière. Voilà. T'aurais dû le voir pâlir. Hashtag moment unique avec l'enfant. Ça, c'est important, tu sais, pour tu te gardes... Et deux, en terminant comme ça, l'expression brosser, hein, ça viendrait des parlers gallo-romains. Savais-tu ça? Oh! Brosser, ouais. Ça voudrait dire errer à travers les broussailles, hein. Ouais. Pour vrai? Ouais, voilà. Oui, ouais. Okay, ouais. Et par extension, c'était errer à l'aventure, Tommy. Hein? Fait que peut-être est-ce là une piste de solution, hein? À savoir le québécois, moyenne, hein? D'aventure, hein? Celui de la traite des fourrures à grands coups de combat avec les loups, hein? Et les Indiens. Peut-être aurait-il oublié que la brosse ne cacherait rien d'autre qu'une soif inassouvie d'aventure, Tommy? Peut-être. Ouais, moi je dirais aussi peut-être. Je trouve ça pas mal touchant, ton affaire. Encore 10 minutes avant la fin des votes. Oubliez pas. Merci d'écouter. Chantal à la météo. C'est ça. J'ai fini. Merci beaucoup, Mathieu. Hey, allez pas trop... C'est que t'es philosophique, j'adore ça. Allez pas trop loin, vous êtes à 70%, on a encore des chroniqueurs. Né au Québec dans les années de la Deuxième Guerre mondiale, Rogatien Mad Dog Vachon se découvre rapidement un talent pour l'action. Joueur de hockey professionnel pour les Canadiens de Montréal, à l'époque creuse durant laquelle il ne gagnait qu'une Coupe Stanley par année, Rogatien se surprend à aimer l'attention que lui procure son statut de sous-estimé, résultat des piètres performances de son équipe. C'est cette émotion qui le poussa à se tourner vers une nouvelle passion, la lutte. Mad Dog révolutionna la lutte et les coliques en introduisant la notion de « heel », qui se traduit pour le kidam en « même si t'es méchant, si t'es célèbre, y a des gens qui vont t'aimer ». Par cette minute du patrimoine, nous voulons remercier sincèrement Rogatien Mad Dog Vachon pour son apport important au calique, le pouvoir du heel. The Bozo Show will be right back. Because coming up right after this is the Grand Prize Game! Fabulous prizes? Well, they are. I hope you are too. Because it's now time to play Bozo's Grand Prize Game! Alrighty, so let's not waste any more time. Let's head over to the Bozo Pewter and see who our players are.
It's a girl. 735. Is there a girl? Is that you? Come on down. Okay, well, we found our girl. Now let's go back to the pewter and find our boy. It's a boy. 722. Is that you? Head over to Cookie. Go to Cookie. Go to Cookie. All right. Well, while our boy and girl player... What? Oh, a whole bunch of neat things, Booze. What? From Hasbro, here's a gem doll set. It's a fully posable doll, and it's truly outrageous. Yeah? And not only that, to complement her new gem doll, there's 4 truly outrageous costumes created especially for her by Hasbro. That's great. Qu'est-ce qu'on voit là, Jean-Sébastien? Ben là, on voit ici un des nombreux bozos à travers le monde. Il y en aurait à peu près 200 apparemment, mais ça, c'est dans les années 80. Je sais pas exactement où, mais c'est un gars qui s'appelle Andy, rien à voir avec notre Andy Jacques, et qui a enregistré son apparition à la télévision. Donc, tu es en train un petit peu de nous donner un indice sur ce dont tu vas parler ce soir. Ouais. Des noms pas mal historiques qui en sont devenus à devenir des adjectifs qualificatifs. Là, ici, on a Bozo le clown, la chanson, parce que il existe juste un clip de l'édition de Bozo le clown en français sur l'Internet. Okay. Il est très hors synchro, le son est très bas et il n'y a pas d'intro. Moi, j'ai tout réparé ça, j'ai mis l'intro, j'ai réparé le son et j'ai remis le tout synchro. Colin, bon travail. On lève le son de la tonne un peu. Faut la prendre en riant. Quand tout va mal, riez les enfants. Alors venez rire et chanter. Ça passait à la TVGQ, à la Hey, Télémétropole. you bet. Hey, je m'en rappelle de cette tune-là. C'était pas un super bon dessin animé, non? Non, mais c'était comme un intermède. C'est ça, c'est la vague fin années 60, là. Ouais. Il y avait le taux. Il est temps de te réveiller. Ça, c'est pas très long non plus. L'épisode, c'est genre 5 minutes. Rien de tel qu'un petit prolongeant pour vous réveiller son homme. Mais je suis vite remonté que je ne tenais pas à servir d'appât. Dès que je lançais la ligne à l'eau, je sentis une touche. Fait qu'on écoute ça, on revient avec Jean-Sébastien dans quelques instants. Je n'avais jamais vu tant d'espèces de poissons. Il y avait le requin, vous savez, celui qu'on appelle le marteau. Il y avait aussi quelques espadons. Mais arrêtez, vous êtes fous alors. En garde, monsieur l'espadon. Prenez ça, et ça, et ça. Je me demande où est passé cet espadon. Soudain, je vis un poisson-ci. Je l'attendais de pied ferme. Je vais lui faire une drôle de surprise à ce poisson-ci. Oh, petit malin. Oh, voilà, voilà. Non, mais vous voulez bien attendre une minute? Un capitaine n'abandonne pas son navire. Oh, Seigneur. But the reality couldn't be further from the truth. Salut Tommy. Hey, salut Jean-Sébastien. Ça va bien tout le monde? Je vis des moments pas pires. Sûrement que les autres aussi ils vont bien. Là. D'habitude, ils font ce qu'on lui dit. Bon, ben... C'est joyeux Noël du campeur, Ben Jean-Sébastien. oui, joyeux Noël du campeur à tout le monde. À tout le monde à la pas loin maison. de Sainte-Madeleine en plus. Oh boy, hein? Est-ce que c'est vrai qu'il y a des échos de bonheur qui vous parviennent depuis Sainte-Madeleine? Non, les fraises sont bonnes, puis c'est à peu près ça que je sais de cette ville de Sainte-Madeleine. C'est bon. Bon, ben, bonjour tout le monde. Salutations à vous, amis de la Terre, et à tous ceux qui nous écoutent jusqu'aux confins de l'univers, maintenant, à ce moment précis, ou dans le futur. Oh boy! Là, je suis mal à l'aise. Je pense que je vais faire un meltdown. Je pense que je vais être malade de stress, Tommy. Ben ouais, tu m'as dit avant le show que tu l'avais un petit peu difficile, là. Peut-être qu'on devrait aller à la pause parce que là, moi, je me sens pas bien. Non, c'est une farce, tout le monde. Je blague, évidemment. Moi, devant une caméra ou devant un public, ça m'impressionne pas trop, tu sais.
Bon, fait que on va commencer. Bon, la semaine dernière, je vous parlais dans ma chronique, je reviendrai sur ce sujet brièvement et ça serait pas aussi long que la dernière fois. Alors allons-y sans plus tarder avec ma mémoire d'enfant détaillée du passé. Tommy, lui, le sait très bien que l'on parle de la programmation de TVGQ, premier choix avant Super Écran et j'en passe. Marc-André Labelle, notre collaborateur, lui, peut me fredonner les paroles, sans les paroles, c'est-à-dire l'air d'une chanson. Et ou me donner le contexte d'une chanson avec des indices, et je lui trouve les chansons qu'il cherchait sans que j'aille à faire trop d'efforts. Non, ouais, t'as l'œil, là. Et voilà, c'était ma chronique pour cette semaine. Mais non, c'est une blague encore une fois. Ça ne sera jamais aussi court, mes choses. T'es capoté, il y en a tellement à dire. Ce qui est court pour moi est très long pour d'autres. Bon, pour vrai, là, qu'est-ce que je vais vous parler ce soir? C'est des noms historiques du passé qui sont devenus des adjectifs qualificatifs, voire des termes. On va commencer avec le plus vieux de tout, que tout le monde connaît. Il s'agit d'un nom biblique. Si je vous demande le nom qui est synonyme d'un traître ou d'un hypocrite, Tommy? Judas. Judas l'Iscariote, évidemment, voilà. on reconnaîtra Judas. Eh oui, l'Iscariote, moi je trouve que c'est un beau nom, premièrement. Tu sais, je trouve que ça roule bien sa langue. Tu sais. L'Iscariote. On n'entend pas ça souvent, puis c'est original. Ça, c'est vrai. Je vais commencer à vous expliquer le pourquoi de son nom. Judas étant un nom très répandu, il fallait ajouter le surnom d'Iscariote pour le désigner en tant que celui qui trahit Jésus. Ouh. Mais on ne sait pas avec certitude si cette précision faisait référence à son lieu d'origine, Kériote, village de Samarie, à son appartenance possible à un groupe de résistants armés à l'occupation romaine. Iscariote serait alors une corruption du mot Iscarius. Ça? Ouais, Sicarius. Ou même par quelque étymologie obscure à quelques traits de son apparence, le roux, de sa personnalité, le menteur, ou de sa trahison, celui qui a livré ou pour un salaire. Et malgré ce surnom d'Iscariote, c'est Judas lui-même qui en devint désigner un traître. Hein? Oui, c'est sûr, parce que si tu dis t'es tellement un discariote à quelqu'un, il ne saura pas de quoi tu parles. Oui, c'est ça. Mais si tu dis, hey, t'es un beau Judas, toi. C'est ça, là d'habitude, il va dire, hein, pourquoi? C'est ça. Fait que continuons dans le domaine des noms bibliques catchy, hein? Est-ce que Zachée est en venu à désigner un gars qui se perche dans un arbre? Non. Ou un homme de petite taille? Comme juché, tu penses? Zachée? Ouais, mais on peut être juché sur un arbre, genre. Ça a-tu un rapport, tu penses? Je sais pas, man. Je pense que ça n'a pas. Ouais, all the way to Zaché. Zachée. Commence par un Z, puis l'autre juché. Ouais, en tout mais cas, peu importe. Est-ce que c'est un homme riche? Un homme corrompu, un collecteur d'impôts détesté par sa tribu parce que vu comme un traître qui travaille pour l'ennemi, ou même un pécheur repentant? Eh bien, malheureusement, non, à mon grand désarroi, ce n'est pas devenu viral. Hein? Zaché a manqué ça. C'est ça. C'est dommage. Ça aurait été bien, il me semble, Zaché dans notre langage au quotidien. Penser aux possibilités. Hein? Les possibilités. Hey, t'es un méchant Zaché, toi? Tu sais, genre. Mais, on avait essayé de bring back Paten aussi, parce que ça, c'est un sacre. C'est la petite assiette dans laquelle on met les hosties. Mais j'embarque, hein, mon sacré Zaché, toi. T'es tellement Zaché all the way. Ah, les Zachés. Hein. Mais un nom qui est biblique, qui, lui, a resté, c'est Séraphin. Hein? Celui qu'on surnomme le serpent brûlant du désert, l'ange à 3 paires d'ailes, lui a pris un tout autre sens au Québec. Ah, ça, c'est sûr. Suite à l'apparition du roman de 1933, Un homme et son péché, le radio-roman, le film du même nom en 49, sa suite Séraphin, la bande dessinée, hein? Moi je savais même pas qu'il y avait une bande dessinée de Séraphin. Sûrement, pourquoi pas. Et la série culte Les belles histoires du pays d'en haut. Séraphin Poudrier en vient à désigner quelqu'un d'avare, qui est très près de son argent, qui aime son or. Hein? Je pense que les photos, c'est ça. Là, on est dedans. OK. Oh, ouais. Au point de simplement dire Séraphin au Québec, sans même préciser de quel Séraphin on parle. Hein? Oh, ouais. C'est quelqu'un qui est cheap, qui est gratteux, comme on dit également. On n'inviterait personne à Noël. Surtout pas au Noël du campagne. Non, vraiment. Exactement. Séraphin qui reste chez eux et qui trouve son or. C'est ça. Troisième nom, Gerda. Hein? Comme dans « Check-moi ça, la Gerda », qui pour une certaine génération veut dire une traînée, une pute ou une guidoune, comme on dit au Québec. Mais pour certains vieux de la vieille, cela veut dire une femme particulièrement jolie, aussi appelée une poupoune, une pitoune, une chicks, une babe, comme on dirait par ici. Ouais, moi je dis ça des fois. C'est un peu péjoratif, mais bon, moi,
j'utilise pas ces termes-là. Ah ouais? Non. Non, mais moi non pas plus, j'écoute grave. pas ça, moi, de la pop music. Non, moi non plus. À part quand elle est bien, bien vieille. Ah ouais. Fait que c'est ça, Gerda. Vous remarquerez que Gerda tend à perdre du terrain face aux autres termes depuis plusieurs décennies, au point d'en devenir risible, parce que démodé comme les gens qui vivent à une autre époque. Exemple, les personnages de Poudy, Chabot et Mario Rock dans Le Gros Show avec Mike Ward, Martin Perizzolo et Mario Bélanger utilisaient ce terme. Il y avait aussi le personnage de Gerda Giroux dans la série Le Gros Show. Ensuite, c'est ça, tout ça nous vient du premier scandale sexuel d'espionnage au Canada. Gerda Munsinger, une immigrante est-allemande prétendument prostituée qui travaillait chez Paris, qui a entretenu une relation avec le ministre conservateur de la Défense, Pierre Sévigny, avant d'être expulsée du Canada en 1961 pour espionnage au profit des Soviétiques. Ouais. Elle aurait aussi baisé plusieurs membres du cabinet de John Diefenbaker. Ce que j'ai su, c'est... En tout cas, ce que j'ai lu. Ouais. C'est peut-être pas vrai, peut-être du Mathieu a une salissage. autre source d'information. Personnellement, moi, je dirais juste 3 fois. Mais bon. Une histoire qui va sans dire nous rappeler le scandale Julie Couillard et Maxime Bernier, en 2008, dans une moindre mesure, bien entendu, parce que là, il ne s'agissait pas des Soviétiques. Mais imaginez si on disait Julie dans ce contexte, je crois qu'il n'y aurait pas autant de Julie au Québec. Ça, c'est sûr. Hein? Sacré Julie, Il n'y a pas bien des Gerda, peut-être juste en Allemagne. Là. J'ai pas vu de Gerda dans ma vie. Julie. C'est bon. Check-moi, Julie. Ensuite, mon autre nom, Bozo. Bozo le clown. Utilisé parfois comme complément dit le clown. Même que de nos jours, Bozo est de moins en moins utilisé. On dit seulement le clown. Comme dans check-les le Bozo ou check-les le clown. Oui. Check-les le Bozo le clown, qui signifie, mais qu'est-ce qu'il fait, ou dit ce gars? Il est fou ou con? Ou l'autre sens de Bozo le clown, comme dans Hey Bozo le clown, ou Bozo ou le clown ensemble, dégage ou je te mets mon poing sur la gueule. Ce qui signifie de ridiculiser tout en donnant un avertissement à quelqu'un de très désagréable, chiant, voire qui essaie d'être menaçant et intimidant. C'est une des choses qu'on dit au Québec. Ça me va. Il y a aussi Bozo les culottes. Ben oui. Raymond Lévesque, une tourne assez importante dans, oui, c'est vrai. dans l'histoire de la pas musique. pensé. C'est ça, Bozo, tout ça nous vient du personnage de Bozo le clown, bien évidemment, créé par Alan W. Livingston en 1946. Bozo était à l'origine d'une série de livres-disques. Il apparaît pour la première fois à la télé en 1949, incarné par Pinto Colvig. Quasiment un nom de clown, ça avait. Pinto Colvig. Ça veut dire petit pénis. Aussitôt que le monde se bandait les yeux à côté de lui. Pinto en portugais, ça veut dire petit pénis. Pinto. On en apprend tous les jours, Ouais. Larry Harmon achète les droits en 1956, achète les droits de Pinto Colvig et en fait une franchise qui se répand à travers les États-Unis. Le plus connu est Bob Bell sur les ondes de WGN à Chicago et Willard Scott, le plus connu des Ronald McDonald. Mais les télés locales aux États-Unis et dans les autres pays ont eu leur propre spectacle et émissions télé avec leur propre bozo à travers le monde. Ah oui, une franchise de clown. Une franchise. Comme je disais tantôt, il y en aurait, selon M. Harmon, il y en aurait plus de 200 des bozos à travers le monde. En 1966, toujours Larry Harmon rachète les droits de ses partenaires, écrit des dessins animés et des bandes dessinées jusqu'à la fin des années 70, ce qu'on voyait tantôt. D'ailleurs, quand j'étais petit dans les 80s, il y avait encore des dessins animés de Bozo le clown en français à Télémétropole et TVJQ. Bozo est certainement le dernier survivant des grands clowns connus du début du 20e siècle. Moi, j'aime ça dire un clown. Tu sais, c'est comme un clou puis une noune. Clown. Pas clown, pas clown, clown. Un clown. Un clown. C'est le fun à dire. Moi, c'était dans ma talle, là. Inventer des mots un peu cochons, là, c'est... Alors, c'est ça, c'est certainement le plus connu des clowns du début du 20e siècle et celui qui a survécu le plus longtemps parce qu'à preuve, on l'utilise dans notre langage encore aujourd'hui. Je penserais même que dans les anglophones l'utilisent peut-être aussi. Je pense qu'on peut faire aussi le lien avec Krusty dans Les Simpsons. C'est directement l'influence. Comme on a vu dans le clip de tantôt, ça ressemblait pas mal au Krusty Show. Plein d'enfants et tout. Quatrième nom, Rambo. Qui pourrait être aussi un nom de clown. Rambo le clown, ça sonne très bien. J'avoue que ça me va. Belle mitraillette en ballon. Ben oui. Comme dans... Regarde le Rambo qui s'en va aller se faire tirer pour rien.
utilisé surtout lorsqu'on joue à un jeu vidéo de tir à la première personne, au Laser Quest ou au pinball, et qu'on se moque d'un abruti qui perd patience, qui se croit invulnérable et qui se lance tout droit devant, comme un fou, sans être furtif du tout, au lieu de se cacher et être stratégique. Lui, le Rambo, il a pour idée de tirer comme un fou et prendre tous les risques inutiles et gaspiller ses munitions. Étrangement, John Rambo, dans les films, est un maître de la furtivité. Hein? Bien que vers la fin de chaque film, il fait toujours une passe de Rambo, avec le plus gros calibre possible et le plus de balles possible. Effectivement. Hashtag les gars du Vietnam, colonel! Hein? Mon avant-dernier nom, et non le moindre, Georges Aimé, dit Ticoun, interprété par Denis Paris, le comédien, à ne pas confondre avec l'autre Denis Paris, frère de Muriel Milord, qu'on a tous vu pendant les émissions Sans Limite. Oui, oui. Ticoun, comme dans Check-le le Ticoun, où il est donc ben Ticoun, lui, qui désigne tantôt un simple d'esprit, quelqu'un de pas très intelligent, qui n'est pas vite à réagir, ou utilisé entre amis pour rigoler lorsque quelqu'un fait quelque chose de stupide. Ah, Ticoun, c'est Ticoun. Ticoun, man, come on. D'ailleurs, Ticoun a inspiré cette chronique lors d'une belle discussion sur le chat de douteux.tv. Hein. Je remercie la personne avec qui je jasais. C'était une bonne idée de chronique, puis on a parlé de ça pendant un bout. Pendant la diffusion d'un épisode de Le temps d'une paix, justement, sur douteux.tv. C'est ce qui a mené à cette chronique. Ben ouais. Une série dramatique de 80 à 86 sur l'époque entre les deux grandes guerres. Autre personnage important, les parents de Ticoun, Rosanna, son mari Joseph Arthur, alias Fardoche, le comédien Pierre Dufresne, qui fut remplacé après sa mort par Jean Besseret. Et il y a même l'ami de Fardoche, Passe-Montagne, Jacques Lheureux, qui est dans ça. Moi, j'haïssais ça dans le temps, cette émission-là, mais j'aimais Ticoun, comme le reste du Québec, d'ailleurs, je crois. En fait, l'émission aurait pu s'appeler Le Ticoun Show, tellement il était populaire et aimé par toute la population, comparativement aux autres personnages. C'est ça, c'était notre Fonzie un peu, tu sais. C'était pas mal. moi, il me rappelait Pee-wee Herman. Ben ouais. Je sais pas pourquoi, sa face, c'est niaiserie, là, bon. Let's go next. Hey, Tommy, moi j'ai visité ça, les lieux du temps d'une paix, hein? Ouais. Quand j'étais en voyage à Charlevoix. Ah oui, le village, ouais. J'ai été voir, c'est ça, les lieux de tournage extérieur de ça, le temps d'une plaie. Le temps d'une paix, quand j'avais 12 ans, puis laisse-moi te dire que c'était toute une expérience, hein? C'était plate en tabarouette. Ouais, sûrement. Des fausses granges à perte de vue. Ben non, il y en avait quelques-unes, mais des fausses granges, quelques fausses maisons qu'on ne pouvait pénétrer, des champs, des clôtures et des montagnes à perte de vue. Tout ça pendant un gros 15 minutes. C'était super le fun. Wouhou! Même les adultes qui ont aimé ça, je pense. La sortie pour adolescents par excellence. Ah, c'est quelque chose, hein? Ça, tout de suite après l'usine de boîte. Et maintenant, ouais, c'est ça, comme dans les Simpsons. C'est deux activités super le fun. Maintenant, mon dernier nom, et c'est vraiment mon nom, pas mon nom personnel, mais je suis, croyez-le ou non, un des 5 co-auteurs de ce terme. Et je ne blague pas, là, même si j'ai un petit sourire d'en face, c'est vrai, OK? Je vais vous raconter ça. Un populaire terme qui est utilisé pas mal dans les années 90 jusque dans les années 2000, il s'agit de un Gino. Un Gino? Croyez-le ou non, je suis un des 5 co-auteurs de ça. OK? Je vais tout vous parler de ça. Septembre 1989, dans les premières semaines en secondaire 1 à l'école Casavant de Saint-Hyacinthe, moi, mon vieil ami Patrice Saint-Pierre, que je salue d'ailleurs, qui nous écoute, Sébastien Fontaine et Hugo Gillard, on est à la pause du dîner dans la cour d'école à parler. Une fille nommée Nancy vient nous voir et demande à Hugo, pour le compte de son amie Marie-Claude, je crois, son nom, je suis pas sûr, là, mais si Hugo veut sortir avec Marie-Claude et lui donner une réponse avant la cloche de fin du dîner. Mais Hugo n'est pas intéressé du tout. Et ça le fait bien rigoler. Il ne sait pas quoi dire pour pas heurter la fille avec un rejet total. Peut-être parce qu'il trouve la procédure enfantine, ou il n'est pas encore à l'âge d'avoir une copine à 13 ans, ou il la trouve simplement pas de son goût. Bref, moi je le trouve un peu étrange et bébé. Tu sais, la fille était belle, elle était intelligente, elle était gentille. Moi je sortais avec des filles depuis l'âge de 11 ans, puis je trouvais ça un peu bizarre, sa réaction. Mais bon. Ensuite de ça, Hugo nous demande aux 3 autres gars de brainstormer avec lui en groupe pour trouver une réponse pour la fille. Puis même d'aller lui dire à 4, les 4 gars ensemble, devant le groupe de filles, tout assis ensemble, parce qu'ils devaient être gênés un peu.
Alors, à partir de là, on se met à réfléchir pendant la période du dîner et toute la période. Et tout d'un coup, le chanteur 70s, 80s pop romantique montréalais, Gino Vanelli, me vient en tête. Hein? Et j'ai entendu une rumeur à l'effet dans le temps, qui s'avère être fausse, que ce grand charmeur des dames est gay. Ce qui est faux. Mais moi, dans ma tête, j'ai l'image d'une pochette d'album de Gino Vanelli, que ma mère a chez nous, la chemise ouverte, la femme derrière lui, du poil sa poitrine. Et dans ma tête, il y a une chaîne en or, puis il y a le regard ténébreux et un look dépassé des fins 70. Beaucoup de cheveux. En pensant à Gino, un autre Gino me vient en tête, hein? Gino Brito, le populaire lutteur québécois. Une star dans le milieu de la lutte, qui était un peu oublié à cette époque parce qu'il était à la fin de sa carrière, il était du temps des territoires locaux et pas dans les ligues majeures de la WWF ou la WCW. En fait, il leur faisait compétition avec son émission Lutte internationale à Montréal, qui était, bon, on l'avouait, un peu poche et cheap comparativement à la production des autres, là. Mais j'enlève rien à Gino Brito, c'est un des grands lutteurs du Québec. Puis, c'est ça, pour comparer avec les ligues majeures, tu sais, ça faisait un peu cheap, puis je trouvais ça un peu drôle. Gino était à la fin de sa carrière, il était un petit peu badonnant, mais tu sais, c'était un lutteur old school qui n'était pas des Monsieur Muscle comme Hulk Hogan et compagnie. Tu sais, c'était des lutteurs robustes, mais il n'était pas des haltérophiles, puis tout ça. Tu sais, c'était pas des Monsieur Muscle. C'était même pas des acrobates souvent non plus. Alors, c'est ça. Brito a un look un peu dépassé, un genre d'afro court, des jambes minces, un peu badonnant en fin de carrière. Et pour un jeune con impressionnable de 13 ans, ça me fait dire tout haut, en comparant avec les autres de la WWF, je dis tout haut, Gino Brito, c'est une tapette. Je sais pas pourquoi. Ça a sorti comme ça. J'ai pensé à Gino Vanelli, qui était peut-être gay, puis Gino Brito, qui avait l'air un peu vieux, tu sais. Bon, à 13 ans, on n'est pas nécessairement homophobe, mais on dit des niaiseries. J'ai sorti ça. Gino Brito, c'est une tapette. Là, Patrice Sébastien Hugo me regarde d'un drôle d'air, reste silencieux et éclate de rire. Et puis Hugo décide que c'est ça qu'on va aller dire à la fille, finalement, comme réponse. On part les quatre, on s'en va voir la fille et on dit ça, avec le tapette super long, puis on part, puis on rit, puis on s'en va. Ça devient notre inside joke de gars pendant les mois qui suivent, mais ça se répand dans toute l'école et on finit par définir même l'archétype du Gino avec son look. Un an plus tard, toute l'école connaît ça, un Gino. Ensuite, en secondaire 2, toujours à l'école Casavant, dans une autre classe, un Français du nom de Stéphane, je crois, ajoute Camaro au terme Gino, en référence à l'archétype déjà défini du gars macho plus vieux que nous, un peu loser en Trans-Am ou Camaro, qui crouse les filles, plus jeunes pour du sexe, avec sa chaîne en or, la chemise ouverte, plein de poils, la coupe mulet ou un afro court. Gino Camaro prend encore plus d'ampleur pendant l'année scolaire 90-91 et se répand dans toute la ville de Saint-Hyacinthe et ses environs. Je déménage en 1993 à Sainte-Julie et je vais au high school bilingue RVR dans le coin de Belleuil et c'est rendu jusque-là à ma connaissance et stupéfaction. Puis vient la consécration en 1994. Le groupe Zébulon lance la chanson « Les femmes préfèrent les Gino, les machos les Camaro ». Hein? La gueule me tombe et je réalise tout ce qui s'est passé depuis 5 ans. Gino s'est sûrement répandu même chez les anglophones du Canada, mais n'a sûrement pas dépassé l'Amérique du Nord, car en France, un ami m'a dit que ce genre de gars, ça s'appelle un Kevin. Un Kevin. T'as vu ce Kevin? Il est ringard, ce Kevin. Un mec ringard et macho. Je sais pas si c'est vrai qu'un Kevin, c'est un Gino en France. Ah oui. Sacrée histoire, ça. Ouais. Vous remarquez que ce terme commence à disparaître au profit de douchebag. Somme toute, le même genre de gars, mais avec moins de poils. Hein? Il va s'en dire. Douchebag lui-même, il n'y a encore pas si longtemps, il y a 5-6 ans en anglais, voulait simplement dire un peu heureux qui se sauve ou un baveux qui aime faire chier les gens, comme « This guy is such a douche ». Pendant que j'y pense, avant de faire mes 3 vieilles nouvelles Nostalgia, Tommy, tu avais sûrement une question à me poser. Tu n'étais pas là en décembre quand je t'ai invité. C'est la question que je pose à tous les invités. En fait, est-ce que tu joues à Magic, Jean-Sébastien? Non, désolé, je joue à Yu-Gi-Oh! Pas vrai? Non, c'est pas vrai. Mais par contre, j'ai sur mon Xbox 360 downloadé gratuitement, il va sans dire, l'édition complète avec DLC de Magic 2012, Tommy. J'y ai pas joué encore, mais il y a encore de l'espoir. Il y a encore...
Fait que t'as du Magic, mais tu l'as pas encore utilisé. C'est ça. C'est sur mon Xbox, puis un jour, je vais peut-être y toucher. Hein? C'est un down de mana, là. Petite game, c'est Fait que je vais passer tout de suite aux vieilles nouvelles. Let's Hulk go. Hogan sera à Montréal en septembre dans le cadre du Comic-Con, pour ceux qui connaissent sa réputation de no-show, hein, dans le temps qu'il luttait. Il y a des chances qu'il cancelle à la dernière minute, fait que faites-vous pas trop d'idées, hein, ça se pourrait que vous le voyez pas, même si vous y allez. Cyndi Lauper, grande amie de Hogan dans le Rock and Wrestling MTV Connection des années 80, interprète des chansons True Colors, Time After Time, She Bop, Girls Just Wanna Have Fun, aurait été l'interprète de la chanson d'intro de la populaire émission pour enfants des 80s, Pee-wee's Playhouse. C'est elle qui chantait la tonne avec la petite voix désagréable. OK. C'était elle. Ensuite, dernière nouvelle, toujours dans le Pee-wee, Paul Rubens aurait donné son aval à un remake de Pee-wee avec quelqu'un d'autre qui interpréterait le personnage culte des années 80. Et voilà, qui m'a fait ma chronique. Sacrifice. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à la prochaine, si me le veut. Il dirait sûrement non, puis de manger un sapristi de gros char, mais en tout cas, salut les amis. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Ça fait plaisir. Allez pas trop loin, on est encore à 70%. Comme à chaque lundi, on a droit au montage de désinformation de Marc-André Brulin. Toujours très plaisant, un petit résumé de ce qui se passe sur le wall de douteux.org. Bien sûr, sûrement son nouveau groupe, le Point Godwin. Ah là 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 là. J'aime ça la photo. Ben ouais. Attention les gars, c'est Robin Williams. Ah, wow, 40 manières d'utiliser ces menstruations, c'est bien ça. A lacquer and use as nail polish. Combien de litres de sang une femme peut gaspiller dans sa vie? Hein? Gaspiller, c'est le bon mot. Ouais, gaspiller. On devrait toutes les mettre en prison. T'es con. Pub décalique, puis on revient avec Andy. Au tournant des années 60, John Fitzgerald Kennedy s'était fait une réputation mondiale. Persévérant aux méthodes pacifiques, adulé du public, John Fitzgerald Kennedy pouvait se vanter d'avoir réussi. Au fait des dernières trouvailles audiovisuelles, grâce à ses connexions avec le monde du spectacle, Kennedy avait tout pour attirer la jalousie des autres joueurs. Au sommet de sa popularité, un événement aux proportions considérables pour les Caliques allait se produire. Le 22 novembre 1963, Kennedy fut assassiné en public. D'un seul coup, ses rivaux obtenaient une nouvelle source de clips, tout en débarrassant le monde d'un joueur réputé imbattable.
Par cette minute du patrimoine, nous voulons remercier John F. Kennedy pour son apport important au calique, le gore réel. Tu sais, hein, qu'est-ce qu'on dit, hein? On a César, ce qui appartient à César, et le clip de chat qui appartient à Andy. Et voilà. Ben oui, on s'en souvient, tu venais lire des Il danse avec les chats, c'était le bon vieux temps. J'ai pas retrouvé aucun autre livre similaire à celui-là, et Dieu sait que j'ai cherché. Danse avec des hamsters, ça aurait été vraiment fucking hot. Ben, salut Tommy. Hey, salut, bon retour au pays. Merci. Ben oui. Comme vous savez tous, on est moi et PJ, le coloc PJ, notre français national du musée de l'absurde. On est allé au bord de l'océan voir. T'as ramené des preuves de vie, je pense. Oui, ben j'ai ramené surtout des preuves de tradition, des preuves et je me suis rendu compte, grâce à Julie Bossa, qu'autour de Lyon, le doute survit. Ah. Et ça depuis les temps au moins le 19e siècle, aisément. Donc, je vous propose une excursion douteuse dans le pays de nos cousins, ou plutôt de nos grands-parents ou grands-cousins, les Français. Je vais faire 3 chroniques. Ce soir, on va parler du palais idéal du facteur cheval. La semaine prochaine, ou quand il y aura de la place, je vais parler du domaine du chaos. Et pour finir, ce que j'ai appris chez nos cousins, les Français. Donc, ce soir, 1879, 1912, 10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans d'épreuve. Laissez ça couler en vous. Je vais vous parler de Joseph Ferdinand Cheval, plus connu sous le nom de Facteur Cheval. Monsieur Cheval, j'aime ça, ça va être plaisant de dire Cheval toute la soirée. Ouais, tu le sens déjà. Est né le 19 avril 1836 à Charmes-sur-l'Herbasse, à Drôme. Il est mort le 19 août 1924 à Haute-Rive, à Drôme. C'est donc un facteur français. C'était donc un bélier aussi. Oui, c'est un bélier et il est décédé en Lyon. On se le cachera pas. Hey. Donc, ce que le facteur cheval a fait de particulier, il a passé 33 ans de sa vie, même de la fin de sa vie, à édifier un palais qui s'appelle le Palais Idéal. Ça n'a pas été son nom à la base, ça a été remis par un poète, un barde qui passait par là. Donc, il a passé 33 ans à construire ce palais-là et 8 ans supplémentaires à construire son propre tombeau. Les deux sont considérés comme des chefs-d'œuvre et même... c'est les premières œuvres architecturales naïves. Oh! C'est big, ça? Oui. Donc, je ne sais pas si on voit quelques photos. Oui, je suis là-dessus. Parfait. Comment tout ça a commencé? Monsieur Cheval, en 1879, Monsieur Cheval faisait une run de facteur. Et dans ce temps-là, évidemment, bicyclette et tout ça n'existait point. Donc, il faisait sa run, il faisait 32 km à pied. Et pour avoir été dans ce coin-là, c'est comme ça. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la France, c'est beaucoup de nature pour peu de... peu de villes et villages. C'est débile mental. Je m'attendais pas à autant de champs que la France. Donc, ce qui s'est passé, il a trébuché sur une roche, comme tout bon Français fait, tombé sur une roche. Et la roche était weird, ce qui fait que c'est dit, ah ben enfin, grâce à cette roche-là, je vais pouvoir créer mon palais que je rêve depuis les 30 dernières années à faire du factorage. Ouais, c'est comme le synopsis de La 4e dimension de Roger Normandin, mais c'est une roche, pas une balayeuse. Exactement. Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais, c'est exactement ça. D'ailleurs, il a écrit, le facteur Cheval a écrit tout, ses pensées, son architecture, tout est écrit. C'est un obsessif, compulsif, délicieux. Je vais vous lire à quel point l'événement est important.
Un jour du mois d'avril, en 1879, si on se rappelle, il est né au mois d'avril, donc c'est pas loin de sa fête. En faisant ma tournée de facteur rural à un quart de lieue avant d'arriver à Terzan, je marchais très vite lorsque mon pied accrocha à quelque chose qui m'envoya rouler quelques mètres plus loin. Je voulus en connaître la cause. J'avais bâti dans un rêve un palais, un château ou des grottes. Je ne peux pas bien vous l'exprimer. Je ne le disais à personne, par crainte d'être tourné en ridicule. Et je me trouvais ridicule moi-même. Voilà qu'au bout de 15 ans, au moment où j'avais à peu près oublié mon rêve, que je n'y pensais le moins du monde, c'est mon pied qui me le fait rappeler. Mon pied avait accroché une pierre qui faillit me faire tomber. J'ai voulu savoir ce que c'était. C'était une pierre de forme si bizarre que je l'ai mise dans ma poche pour l'admirer à mon aise. Le lendemain, je suis repassé au même endroit. J'en ai encore trouvé de plus belles et je les ai rassemblées sur place et j'en suis resté ravi. C'est une pierre mollasse, travaillée par les eaux et endurcie par la force des temps. Elle devint aussi dure que les cailloux. Elle représente une sculpture aussi bizarre qu'il est impossible à l'homme de l'imiter. Elle représente toute espèce d'animaux, toute espèce de caricature. Je me suis dit, puisque la nature veut faire la sculpture, moi, je ferai la maçonnerie et l'architecture. Ben ouais. Donc, à partir de ce moment-là, le facteur cheval devenait quelqu'un d'un petit peu weird dans le village. On s'entend, là, ils sont pas 60 000. Donc, c'était quelqu'un qui, avec sa barouette, ramenait des roches dans sa villa, sans trop savoir. Ce qui est super important à savoir, c'est que le facteur cheval, donc pendant 33 ans, à part pour la chaux, tout le reste est ramassé. A été ramassé, créé par lui tout seul. Il n'y a personne qui l'a aidé. Il l'a fait tout seul, son palais. Non seulement il l'a fait tout seul, mais fait à noter, il a même fait une tour en face du palais pour que tu puisses mieux observer la façade ouest de son palais. Ben oui. Je pense qu'on va aller vers la vidéo, donc pour qu'on puisse vraiment s'immiscer dans le palais. Je vais vous montrer une vidéo que j'ai trouvée qui est assez évocateur de ce que vous pouvez apercevoir en allant au palais idéal. Tommy, si tu veux partir cette vidéo-là. Ben ouais, avec plaisir.
fait quelque chose, hein? C'était pas mal touchant, ça. Ouais. Quand il a fini son palais idéal, il avait déjà fait une crypte dans son palais pour pouvoir y être enseveli quand il décède, ou quand il décédera. C'est là que c'est le plus heureux. Oui, mais malheureusement, la loi française interdisait ça. Donc, à moins que le corps soit incinéré, mais dans ce temps-là, c'était pas hot de se faire incinérer. Je dis, Jésus, il était pas content quand tu te faisais incinérer. Donc, ce qu'il a fait, à cause des contraintes légales, il a fait, ben, fuck you all, moi, je vais construire mon propre tombeau. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il a passé 8 ans à créer son propre tombeau, genre par la suite, avec des pierres qu'il a trouvées lui-même. Sa tombe est même maintenant classée au titre de monument historique le 23 mai 2011. Son palais, ça fait un petit bout, il y a une petite histoire autour de ça, je vais y revenir. Dans le fond, comment que ça a commencé? Ça a commencé, il a créé la source de vie. Et c'est à partir de là qu'il a comme fait agrandir de plus en plus. Au début, il appelait son palais le temple de la nature. Ça a changé assez rapidement pour palais idéal, qui a été donné, comme je disais, par le barde alpin Émile Roux Pérassac. Et j'imagine qu'il a trippé quand il a dit « Ah oui, palais idéal, c'est cool ça ». La beauté de ça, c'est que c'est asymétrique, donc il n'y a rien qui se ressemble à rien de nulle part. Autant d'un côté vers le nord, c'est bon, il y a la source de vie, la source de la sagesse, puis il y a le temple symétrique pour souffler, ça c'est le monument égyptien, qui après ça devient le temple de la nature. En 1891, il voulait faire une symétrie de taille avec la partie nord, après ça il a fait le sud avec le temple hindou, avec la faune, puis la flore exotique, puis il a fini par faire les 3 géants, ou les titans, qu'on a vu, c'est vraiment des géants avec 2 momies égyptiennes de chaque bord, qui représentent César, Vercingétorix et Archimède. Fait à noter, Archimède est le seul qui porte la moustache. Et d'ailleurs, son texte par rapport à ça, c'est la grotte où il y a 3 géants, c'est un peu de l'égyptien. En dessous, on voit 2 momies que j'ai façonnées et sculptées. Ces 3 géants supportent la tour de Barbarie, où dans un oasis croissent les figuiers, des cactus, des palmiers, des aloès, des oliviers, gardés par la loutre et le guépard. À la source de la vie, j'ai puisé mon génie. En 1911. De l'autre côté, donc la façade ouest est ornée d'architecture miniature du monde entier parce que au moment qu'ils construisaient le palais, les cartes postales ont commencé à exister. Donc ça n'existait pas. Puis là, on monte à même pas 100 ans. Là. Donc, les cartes postales ont commencé à exister à ce moment-là et il s'en est inspiré pour faire différentes architectures, dont une mosquée, un temple hindou, un chalet suisse, la maison carrée d'Alger, un château du Moyen-Âge et la Maison Blanche que j'ai en photo qui ressemble fuck all à la Maison Blanche. Mais bon, rendu là, faire ce je vois pas c'est laquelle des photos. Je pense que je l'ai nommé Maison Blanche si je ne m'abuse. OK. Je suis comme ça. Je vais vous nommer des... Ah oui, puis bon, du côté nord, c'est le côté du temple de la nature. Il y a des grottes, il y a toutes sortes d'animaux, des cerfs, des pélicans, des crocodiles. J'ai une photo d'un bel... C'est le plus beau petit agneau que j'ai vu de toute ma vie. Le sud, qui est assez dépouillé, c'est un hommage de cheval aux temps anciens, à travers un musée antédiluvien. C'est aussi un accès dégagé de la terrasse avec escalier et balcon. Je vais vous citer des phrases qu'on peut trouver sur le palais, puis ça vous donne un petit peu l'idée ou générale ou de quel type d'être humain que c'était au moment qu'il a créé son palais. On y va. Quand le passant rêveur contemple cette enceinte, où ton labeur superbe a vaincu le néant, il cherche je ne sais quelle effrayante empreinte où puisse s'étaler une main de géant. Car c'est ta récompense au sculpteur gigantesque d'avoir réalisé ton rêve surhumain. Va, tu peux graver ton nom à chaque fresque. Hier, c'était ton labeur, c'est la gloire demain. En cherchant, j'ai trouvé. 40 ans, j'ai pioché. Pour faire jaillir de terre ce palais de fées. Pour mon idée, mon corps a tout bravé. Mon corps, désolé. Le temps, la critique, les années. La vie est un rapide coursier. Ma pensée vivra avec ce rocher. Si tu fouilles de l'or, fouille dans tes coudes. Tu trouveras un trésor. Travaille avec opiniâtreté, ta moisson sera de laurier. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais qu'il fît à toi-même. Classique. Dieu et la patrie sont nos maîtres. Servons-les bien, ils nous serviront bien de même. Pour les hommes de bien, tous les peuples sont frères. Notre devise à nous est de les aimer tous.
Sur cette terre, comme l'ombre nous passons, sortis de la poussière, nous y retournerons. À la source de la sagesse, seul on trouve le vrai bonheur. La simplicité du corps rend l'homme vertueux. Heureux l'homme libre, brave et travailleur, le rêve d'un paysan. À cœur vaillant, rien d'impossible. Les minutes de loisirs que mon service m'a permis, j'ai bâti ce palais de 1001 nuits où j'ai gravé mon souvenir. L'hiver comme l'été, nuit et jour, j'ai marché. J'ai parcouru la plaine et le coteau, de même que le ruisseau, pour apporter la pierre dure, ciselée par la nature. C'est mon dos qui a payé l'écho. J'ai tout bravé, même la mort. Nul n'échappe à sa destinée, pas plus que son corps appartient à la terre et l'âme à l'éternité. Nature, ton créateur seul adorera. Il a écrit quelque chose pour sa brouette, qui est sa fidèle barouette, qui l'a vraiment aidé. Oh, ben, moins 9. Pour moi, c'est un moins 9. Là. Il est vraiment nice. Je suis fidèle compagne du travailleur intelligent, qui chaque jour dans la campagne cherchait son petit contingent. Maintenant, son œuvre est finie. Il jouit en paix de son labeur. Et chez lui, moi, son noble ami, j'occupe la place d'honneur. Ton palais, né d'un rêve, nous, tes outils, compagnons, est témoin de tes peines de siècle en siècle, le travail d'un seul homme. Nous dirons aux générations nouvelles que toi seul as bâti ce temple de merveille. Moi, ce monument est l'œuvre d'un paysan. Moi, sa brouette, j'ai eu cet honneur d'avoir été 27 ans sa campagne de labeur. J'ai contemplé ton œuvre et j'en reste ébloui. Humble et rude ouvrier, maçon, maître sublime, qui sans maître, sans aide, et de cailloux infimes, construit et patient ce palais inouï. Ne crains pas que ton nom périsse, monument du génie et de la volonté, que ces pierres qu'avec goût assembla ton caprice, des siècles défieront la main dévastatrice. Et debout dans leur force et leur majesté, transmettront ta mémoire à la postérité. Intérieur d'un palais imaginaire, le panthéon d'un héros obscur. C'est Batman. Un génie bienfaisant m'a tiré du néant. Travail de géant. Il m'a placé dans ce palais charmant où l'hirondelle reviendra chaque printemps. Créature, viens admirer la nature. Tout ce que tu vois, passant, est l'œuvre d'un paysan. C'est le fun d'apprécier les petites choses. Dans sa magnificence et sa grandeur. Mais sérieusement, si vous passez dans le coin, je dis dans le coin de Lyon, c'est plus ou moins vrai, parce que c'est dans le coin de Dronne, c'est à peu près à 2 heures de Lyon. Mais si vous passez dans ce coin-là, je vous le recommande chaudement. Le village est pittoresque. Et le palais, majestueux. C'est mon moins 9 à vie, là, pour moi. Mon moins 9 physique. C'est le palais idéal du Facteur Cheval. Je vous invite tous à aller le voir ou aller sur Internet, facteurcheval.com. Ben, merci beaucoup, Andy. C'est un plaisir. Donc, la prochaine fois, je vous parle du domaine du chaos. Je pense, Tommy, tu vas aimer ça. Ouais, ben, à date, ça va bien, là. Beau voyage en France. Sinon, ben, merci à Jean-Sébastien, merci à Mathieu, merci à Marc-André, à Simon Préjean, à Andy. Et aussi, merci au réalisateur, c'est Roland Mazor. On va en parler dans quelques instants. Elle est pas trop loin. On écoute les 2 films, mais en fait, les 2 clips que j'ai pas pu passer, là, de nos chroniqueurs. Et puis, ben, juste au retour, on parle de l'excellent, oui, il faut le dire, 3615 Code Père Noël. Oups, Andy est de retour. Facteur rural, je déambulais chaque jour de Haute-Rive à Tersanne, dans une région où la mer a laissé des traces évidentes de son séjour. J'avais à effectuer chaque jour une tournée de 32 kilomètres. Que faire en marchant perpétuellement dans le même décor, à moins que l'on ne songe? Pour distraire mes pensées, je construisais en rêve un palais féerique, dépassant l'imagination, tout ce que le génie d'un humble peut concevoir, avec grottes, tours, jardins, châteaux, musées et sculptures, cherchant à faire renaître toutes les anciennes architectures des temps primitifs. Toutefois, du rêve à la réalité, la distance est grande. Un jour du mois d'avril 1879, en faisant ma tournée de facteur rural, à un quart de lieue avant d'arriver à Tersanne, je marchais très vite lorsque mon pied accrocha quelque chose qui m'envoya rouler quelques mètres plus loin. Je fus très surpris de voir que j'avais fait sortir de terre une espèce de pierre à la forme si bizarre, à la fois si pittoresque, que je regardais autour de moi. Je vis qu'elle n'était pas seule. Le lendemain,
je suis repassé au même endroit. J'en ai retrouvé de plus belles. Je les ai assemblées sur place. J'en suis resté ravi. Voici mon rêve. À l'œuvre, je me suis dit. J'avais alors dépassé depuis 3 ans ce grand équinoxe de la vie qu'on appelle quarantaine. Je commençai à creuser un bassin dans lequel je me mis à sculpter avec du ciment tout. Monsieur Paris, vous êtes le frère de Muriel. Exactement, oui. Et puis, elle a fait votre portrait en clown? L'an dernier, elle voulait me donner une peinture, puis comme j'en avais déjà plusieurs d'elle, j'ai dit, j'aimerais beaucoup qu'elle me fasse en clown. Elle m'a dit, c'était correct. Quel effet ça fait de se voir comme ça? On se voit en deux personnalités, je trouve. C'est pas mal de fun. Pas mal content de ça. Mais ça se rapproche de votre vie de cabaret? Justement, ça fait déjà 37 ans que je fais ce métier-là. Puis on continue tout le temps. Je travaille toujours au Nouveau Champlain. Comment vous trouvez l'exposition? Oh, comme on dit entre nous autres, dans les 3X. Fantastique. Merci. Pas mal bon. Merci. Il y a de plus en plus de monde, les boules-toutes, qui se lancent en affaires. Cette semaine, par exemple, notre collaborateur Jacques Chevalier-Longueuil s'est lancé en business en devenant, mesdames, messieurs, propriétaire d'un garage. Mesdames, messieurs, Jacques Chevalier-Longueuil. Alors, c'est vrai, ça, hein? Exactement, oui. Écoutez, Jacques, est-ce que ce sont les problèmes financiers de 4 saisons qui t'ont comme poussé à t'acheter un garage? Pas en tout, parce que j'étais tanné de me faire entuber par les garagistes. Ah, c'est vrai, c'est intéressant, mais écoute, genre, pour que ça marche ta business, ton garage, ça va te prendre des clients. Ah, justement, j'ai une idée très précise du genre de clientèle que je vais avoir dans mon garage. Puis grâce à des trucages super sophistiqués qu'on se doute pas du tout, c'est la magie de la télévision, j'ai réalisé un reportage dans lequel j'ai mis en scène mon client idéal. On regarde ça. Ma première business. Quand tu te lances en affaires, tous les détails sont importants. Comme la propreté, par exemple. Ça attire la clientèle. Frotte, 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 frotti, frotta. Grosse corvette, petite pépette. C'est ton char, ça, frérot? Exactement, oui. Ah oui, c'est le char que ta blonde t'a donné, ça. Exactement, oui. L'an dernier, elle voulait me donner une peinture, puis comme j'en avais déjà plusieurs Tu lui as demandé qu'elle t'achète une corvette à la place. Oui. Puis qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Elle m'a dit c'était correct. Regarde, moi aussi j'en ai un clown. Comment tu le trouves? C'est pas mal de fun. By the way, c'est quoi le bruit qui te tracasse sur ton char? Hey, t'es bon imitateur, toi? Justement, ça fait déjà 37 ans que je fais ce métier-là. Puis on continue tout le temps. By the way, tu sors-tu encore avec Shirley Theroux? Exactement, oui. Puis on continue tout le temps. Mais comment t'as fait pour l'attirer dans ton lit? J'ai dit, j'aimerais beaucoup qu'il me fasse en clown. Méchant fantasme? Oh, comme on dit entre nous autres, dans les 3X. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle dit quand elle a vu ta bédaine? Elle m'a dit c'était correct. Voyons, c'est que j'ai mis mes vice grips, moi. Dans les 3X. Comment ça, dans les 3X? Ah oui. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je pense que ta transmission glisse. Check! Exactement, oui. C'est pas mal de fun. Pas mal de fun, pas mal de fun. C'est dangereux, ça. Ici, chez Location d'Auto-Jacques. C'est important, la sécurité. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Exactement, oui. Ah, mais ton
char est fini, il est tellement propre qu'on dirait qu'on se voit dedans. On se voit en deux personnalités, je trouve. Ah, tu trouves ça, toi? C'est pas mal de fun. Avec quoi tu penses que j'ai nettoyé tout ça? Fantastique. Ah, c'est pas mal bon. Ah, regarde-les donc pour toi, tes merci. Après tout, t'es juste un trucage. Travailler cet été.